Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. 7 mois après les tueries de Mohamed Merah, le Sénat examine cet après-midi en séance le projet de loi qui doit permettre de poursuivre les Français auteurs d'actes de terrorisme à l'étranger ou qui partent à l'étranger pour s'y entraîner au djihad. Ce texte défendu par Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, octroie aux tribunaux français une universalité des compétences jusque-là pour que les tribunaux français jugent ces Français qui commettent des actes de terrorisme à l'étranger. Il fallait que les autorités des pays étrangers concernés interpellent les intéressés et mènent à bien une procédure d'extradition. Tout de suite, donc, direction à l'hémicycle pour l'examen de ce texte. Bonne séance à tous. Mes chers collègues, monsieur le ministre, soyez le bienvenu dans cette assemblée paisible par rapport à celle que vous venez de quitter. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. Dans la discussion générale, la parole est à monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur Manuel Valls. Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, nos démocraties portent en elles des valeurs universelles, des valeurs qui ont contribué à élever l'humanité, à libérer les individus, à apaiser les sociétés, à permettre le progrès. Nos démocraties ont une ambition pour elles-mêmes et pour le monde. Cette ambition est critiquée ou contestée. Elle fait aussi, nous le savons depuis longtemps, l'objet d'attaques violentes et radicales. La France est particulièrement visée. Ce n'est pas la première fois. Elle doit donc logiquement, impérativement, se défendre. À la violence aveugle et lâche, à la terreur, elle doit opposer la force. Une force pour arrêter, pour juger, pour punir, la force du droit. C'est cela le fondement même des démocraties. Et c'est la raison du projet de loi que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui. La France a déjà été frappée dans sa chair par le terrorisme. Elle connaît l'enjeu et le prix de la lutte qu'il implique. Mais la France n'abdiquera jamais face aux menaces. Notre pays est confronté à un terrorisme en constante mutation. Il y a 10 jours, grâce à l'action remarquable menée conjointement par la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire et la direction centrale du renseignement intérieur, sous l'autorité de la justice, une cellule djihadiste d'une grande dangerosité a été démantelée. Il y avait urgence, car cette cellule était déjà passée à l'acte le 19 septembre dernier contre une épicerie cachère, à Sarcelles, avec la probable intention de tuer. Elle avait les capacités, les dernières perquisitions l'ont établi, et le procureur de Paris, François Molins, l'a confirmé, elle avait la capacité de commettre le pire. S'il faut se féliciter de cette réussite policière, il ne faut céder à aucun triomphalisme. Nous devons rester en alerte et vigilants, car la menace est bien là. Le Président de la République et le Premier ministre ont rappelé leur détermination à éradiquer ces cellules et ces filières, à lutter contre le terrorisme, contre ceux qui veulent s'en prendre à nos valeurs, qui veulent déstabiliser nos institutions. En disant cela, je mesure pleinement le cadre dans lequel je veux inscrire mon propos. Celui, Mesdames et Messieurs les sénateurs, de la défense de l'intérêt supérieur de notre pays. Cette défense demande unité et cohésion, et je le souhaite, consensus. Je me trouve ici face à la représentation nationale, dans une enceinte de la République, et la République doit être unie contre les ennemis de la République. Notre pays, je le disais, a dû faire face au cours des dernières décennies à des attaques terroristes de nature diverse. En mars dernier, il a été confronté à un constat tragique, le retour
après plus de 15 ans, du terrorisme sur son sol. Mohamed Merah a tué à 7 reprises, avec des objectifs précis. 3 militaires, 3 de nos compatriotes engagés pour la défense du pays et 4 Français, juifs, dont 3 enfants. Ses motivations étaient sans ambiguïté. Son parcours ne laisse planer aucun doute. Mohamed Merah agit au nom d'une idéologie de violence, d'un islamisme radical qui en veut à la France, qui en veut à notre République, notamment pour son engagement en Afghanistan et pour son idéal de laïcité. Un islamisme radical qui porte en lui la haine des Juifs, de tous les Juifs, partout où ils se trouvent, parce qu'ils sont uniquement Juifs. Les méthodes d'action de Mohamed Merah sont le résultat d'une préparation minutieuse, une préparation faite de contacts nombreux, de la fréquentation de sites Internet djihadistes, d'un embrigadement et d'un passage sans doute rapide par les camps d'entraînement dans les zones tribales, pakistanaises et afghanes. Cette affaire a révélé des failles dans l'organisation de notre renseignement, des failles qu'il faut envisager avec lucidité si l'on veut se donner les moyens de les corriger. Dès ma prise de fonction, j'ai demandé que tous les enseignements opérationnels soient tirés, sans fragiliser, bien évidemment, notre renseignement et le travail remarquable de nos agents, afin de procéder aux évolutions nécessaires. Un rapport me sera remis prochainement par 2 inspecteurs généraux de la police nationale, qui sera transmis au Parlement. J'ai demandé qu'ils comprennent des orientations précises pour améliorer le pilotage des services territoriaux du renseignement intérieur et renforcer la capacité d'évaluation des parcours individuels. J'ai souhaité qu'il insiste également sur la coordination opérationnelle que les services du renseignement intérieur doivent nouer avec ceux chargés de l'information générale et, au-delà, l'ensemble des services territoriaux de police et de gendarmerie. Mesdames et Messieurs les sénateurs, la menace terroriste est donc élevée. Elle est d'abord et surtout liée au judaïsme global. Elle vient notamment de l'extérieur, de zones géographiques clairement identifiées. Cette menace porte sur nos intérêts et nos ressortissants à l'étranger. Je pense bien évidemment devant vous à nos compatriotes retenus comme otages. Le président de la République a reçu hier leurs familles pour leur faire part du soutien de la nation. Cette menace qui s'exprime à l'étranger est également orientée, je viens de le dire, vers notre territoire. Le Mali traverse une crise qui dépasse ses seules frontières. La présence de groupes terroristes dans la zone sahélienne fait peser une menace très grave sur les États de la région, sur leur population, victimes d'exactions et d'actes barbares. J'ai pu aborder cette question très préoccupante en fin de semaine dernière avec les autorités algériennes. La menace qui frappe le Sahel pèse également sur le reste du monde et sur la France, qui a été désignée par Al-Qaïda au Maghreb islamique et le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest comme un ennemi. Le président de la République a fait part de sa fermeté. Avec ces groupes, il n'est pas question de discuter. Le seul recours possible, c'est la force. Et le chef de l'État se mobilise, comme il l'a fait fin septembre à la tribune des Nations Unies, comme il l'a répété il y a quelques jours lors de son déplacement en Afrique, pour permettre au Mali de retrouver son intégrité territoriale. Il est primordial d'éviter la sanctuarisation de groupes terroristes dans cette région. Il faut agir pour que le Mali et le Sahel ne deviennent pas l'Afghanistan de l'Afrique. Le vote de la résolution par le Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'initiative de notre diplomatie, est une première étape importante. La zone afghano-pakistanaise demeure un lien, vous le savez, de basculement et de formation pour les candidats au djihad, au terrorisme. Dans des camps, des combattants volontaires venus souvent d'Europe reçoivent une formation paramilitaire qui a pour objectif de leur donner les moyens d'agir à leur retour dans leur pays. C'est précisément ce que fit Mohamed Merah, ce qu'il fit avec un passeport français, avec la ferme intention d'attaquer la France à son retour. Dans la péninsule arabique, Al-Qaïda a également désigné la France comme une cible prioritaire, après les États-Unis.
La France est visée en raison, dixit, des pratiques non islamiques qui la caractérisent. La Syrie, en guerre civile, devient aussi aujourd'hui un terrain de motivation et de préparation au djihad. Si les printemps arabes ont été porteurs de liberté pour les peuples et d'espoir démocratique pour le plus grand nombre, ils ont aussi introduit des facteurs d'instabilité. La coopération avec ces pays doit être aujourd'hui renforcée. Il s'agit en effet de faire face aux visées de groupes ultra-radicaux qui étendent leurs activités, certains soutenant ouvertement le djihadisme et pouvant directement ou indirectement opérer en France. Et je ne vous cache pas notre difficulté pour établir cette coopération avec un certain nombre de ces pays. Au-delà de la géographie, il y a également le cyberespace. Internet est devenu un domaine à part entière où se déploie le terrorisme, un domaine où la propagande, l'endoctrinement, la formation idéologique et les mises en relation logistique s'opèrent entre individus impliqués dans les différentes mouvances terroristes. Aux quatre coins de la planète, au fond, ils peuvent ensemble faire vivre une idéologie de haine. La menace est certes alimentée depuis l'extérieur, mais elle vient de plus en plus de l'intérieur. Ce fut d'ailleurs le cas pour les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, ceux de Madrid en 2004 ou de Londres en 2005, parmi d'autres exemples. C'est une stratégie explicite des groupes djihadistes d'encourager et de favoriser des circuits de formation idéologique et paramilitaire courts. Ce lien intense entre un extérieur et un intérieur, propre d'ailleurs à notre monde globalisé, est un facteur d'aggravation de la menace, un facteur dont il faut prendre l'entière mesure. La menace qui se développe sur notre territoire peut être le fait de groupes d'individus, parfois convertis de fraîche date, de cellules plus ou moins étendues, comme l'étaient déjà Khaled Kelkal et ses complices, ou le gang de Roubaix. Elle est également le fait d'individus auto-radicalisés. Ces individus et ces groupes ont souvent en commun d'avoir réalisé des séjours d'entraînement ou de projeter de le faire et de fréquenter sur Internet les sites islamistes radicaux, des sites qui leur permettent de devenir de véritables apprentis terroristes. Ces individus, véritables ennemis de l'intérieur, reprennent une menace diffuse qui demande donc un travail de surveillance lourd et méticuleux. Cette menace terroriste nouvelle naît souvent au sein de nos quartiers populaires. Les basculements individuels vers l'islam radical peuvent prolonger un passé délinquant dans une démarche pseudo-rédemptrice, une démarche parfois commencée en détention ou à la sortie de la prison. Ce risque justifie une attention particulière aux parcours individuels et le développement mis en œuvre par la garde des Sceaux de l'aumônerie musulmane au sein des établissements pénitentiaires. Il nécessite également une étroite coopération, bien évidemment, des services de renseignement avec l'administration pénitentiaire. De manière plus générale, c'est l'habitude du recours à la violence et la dépersonnalisation de la souffrance infligée à autrui, propre à beaucoup de comportements délinquants, qui fournissent un ancrage favorable au basculement vers le terrorisme. S'y ajoute un antisémitisme virulent que nous devons combattre de toutes nos forces et l'instrumentalisation des conflits du Proche et du Moyen-Orient. Très souvent aussi, le basculement est favorisé par l'influence néfaste des discours d'imams autoproclamés. Le processus de radicalisation peut être rapide, quelques mois à peine, comme viennent de le démontrer les dernières interpellations. Les individus souvent jeunes, endoctrinés, basculent alors dans la violence et passent ou peuvent passer à l'acte. Beaucoup de musulmans de notre pays, et tout particulièrement ceux issus de la deuxième et de la troisième génération, qui peuvent douter de leur identité, sont exposés aujourd'hui à l'interprétation salafiste de l'islam. C'est une interprétation dangereuse qui n'est pas celle de leurs parents ou de leur pays d'origine. Elle peut porter en elle l'idée que la violence est légitime contre les supposés ennemis de l'islam et qu'elle passe par le sacrifice de sa personne comme moyen d'action. C'est d'un regard lucide dont nous avons besoin aujourd'hui sur la réalité que nous connaissons dans notre pays. Aux côtés de ces individus et cellules peuvent se trouver des structures à but terroriste qui s'étendent sur l'ensemble du territoire. L'action efficace des services a ainsi permis le démantèlement en mars 2012 du groupe Forsan Alisa, structuré à l'échelle de l'Hexagone,
qui se préparaient sans doute à des actions d'envergure sur notre territoire. Le terrorisme qui menace sur notre sol est lié au djihad, mais il n'est pas lié qu'à cela. Il existe d'autres manifestations violentes, plus anciennes. Je ne veux pas établir de vaine hiérarchie entre les terreurs. Tous ceux qui veulent déstabiliser notre État doivent s'attendre à une réponse d'une même fermeté. Les ressortissants étrangers qui se trouvent sur notre territoire et qui veulent s'en prendre à nos institutions feront l'objet, comme la loi le permet, d'expulsions. Et vous pouvez être certain de ma totale détermination dans ce domaine. L'organisation terroriste basque, ETA, a annoncé le 21 octobre 2011 l'abandon définitif des actions armées. Il faut voir dans cette déclaration la conséquence d'une coopération antiterroriste efficace sur le long terme, depuis près de 30 ans, entre les services français et espagnols. Pour autant, là aussi, la situation appelle notre extrême vigilance et notre fermeté. Pas de naïveté dans ce domaine-là non plus. Les conclusions du sommet franco-espagnol du 10 octobre reflètent cette position que j'avais moi-même rappelée en mai dernier lors d'un déplacement à Madrid. Et dans la continuité, la seule issue possible est la dissolution totale de l'ETA. C'est un préalable. Sans cela, aucune éventualité de dialogue n'est possible. La République doit d'ailleurs faire preuve d'une fermeté équivalente en Corse, où le recours à la violence terroriste reste une tentation prégnante, la violence tout court, comme malheureusement les faits d'aujourd'hui le démontrent. Cette violence nuit gravement au développement économique et social de l'île. Les groupes qui se réclament ou qui s'en réclament et qui pratiquent le plasticage masquent parfois mal, dans leurs objectifs, la poursuite d'intérêts économiques peu avouables et leur proximité trouble avec les réseaux délinquants de droit commun. En démocratie, Mesdames et Messieurs les sénateurs, l'action politique ne peut frayer avec la violence. Jamais ceux qui prônent la lutte armée ne pourront s'asseoir à la table de la République. Ce panel de la menace, djihadisme, zone géographique identifiée, radicalisme dans nos quartiers, ultra-droite identitaire, ultra-gauche violente, en montre les évolutions. Les menaces d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui, sans doute encore moins celles de demain. Ce constat souligne la nécessité permanente d'une adaptation de nos dispositifs pour garantir, et c'est évidemment un objectif que nous partageons tous, la sécurité de nos compatriotes. Avec ce projet de loi, nous ne répondons pas dans l'urgence, nous garantissons une constance dans l'efficacité de notre lutte antiterroriste. L'intervention législative doit rendre notre droit plus fort, nous rendre plus forts, et une démocratie qui s'appuie sur le droit doit faire preuve d'unité lorsqu'il s'agit de faire face à des individus et des groupes qui ne respectent aucune règle. L'unité de la nation passe d'abord par le refus catégorique, bien évidemment, de toute stigmatisation. Le combat que nous menons est celui de tous les Français, de tous les démocrates. Et je tiens à rappeler avec force, par exemple, combien l'islamisme radical est une idéologie de violence qui est le fait d'individus qui offensent l'islam, qui n'ont rien à voir avec l'islam. L'islam est une religion qui porte en elle, comme d'autres, un message de tolérance et de dialogue. Et l'islam de France a toute sa place en France et dans la République. La lutte contre le radicalisme, contre ceux qui prêchent la haine, doit nous mobiliser. Elle doit mobiliser la communauté nationale, tous les Français, et donc tous les Français ou tous les citoyens de confession musulmane, qui, je les entends comme vous, condamnent à l'unisson les actes commis. Ce projet de loi est utile à la République, aux Français, utile aux services de sécurité, utile aux magistrats qui quotidiennement luttent contre le terrorisme. Le gouvernement précédent avait déposé le 11 avril 2012, à la suite des attentats de Montauban et de Toulouse, un projet sous l'impulsion de votre désormais collègue Michel Mercier. Nous l'avons intégré à notre réflexion, sans pour autant reprendre toutes les dispositions dont certaines nous paraissaient, outre quelques questions de constitutionnalité, ne pas répondre aux besoins des services antiterroristes. Mais, bien entendu, j'ai eu l'occasion de le dire à Michel Mercier, je reste disposé à toute amélioration du texte. Le dispositif français de prévention et de répression du terrorisme est le fruit d'une expérience de 25 ans. Dès 1986, la pratique administrative, la loi et la jurisprudence ont forgé des instruments performants. La France
s'est doté d'un dispositif judiciaire spécifique, à forte composante préventive, dont le pivot est la répression de l'association de malfaiteurs à caractère terroriste. Il maintient le juge au cœur de la lutte antiterroriste, tout en instaurant un équilibre entre l'efficacité de la lutte contre ce phénomène et les libertés publiques. La France a progressivement fait évoluer ce dispositif, en l'adaptant sans cesse à l'émergence de nouvelles menaces. Aujourd'hui, il faut donc à la fois préserver cet acquis et consolider son efficacité d'ensemble. C'est l'esprit qui a présidé à l'élaboration de ce projet de loi. Nous avons pris le temps de la réflexion, de la concertation. Nous avons tiré les conclusions du passé, étudié les retours d'expérience. Nous avons aussi analysé les différentes propositions qui avaient pu être faites, sans esprit partisan, car il ne peut pas y avoir d'esprit partisan quand il s'agit de la lutte contre le terrorisme. Ce travail, je l'ai mené en étroite coopération avec la garde des Sceaux. Je suis convaincu que la lutte contre le terrorisme, comme la lutte contre la délinquance, ne peut être efficace que si elle associe pleinement les ministères de la Justice et de l'Intérieur. Cette complémentarité entre les services de renseignement, la police et les juridictions spécialisées en matière de terrorisme est l'une des forces du modèle français. Et nous devons tous préserver cette dynamique. C'est pourquoi, avec Christiane Taubira, nous avons réuni des représentants de la Direction centrale du renseignement intérieur, de la police judiciaire et du parquet antiterroriste. Notre objectif était simple, favoriser l'expression commune des besoins de ceux qui font quotidiennement face au terrorisme, qui en mesurent les risques et en connaissent les évolutions. Ce projet de loi est le fruit donc de ce travail commun. Nous avons retenu ce que les praticiens estimaient utile, ce dont ils ont concrètement besoin. Toute surenchère inutile a été évitée. Il ne s'agit pas d'un texte de réaction non plus. En matière de terrorisme, peut-être encore plus que dans d'autres domaines, l'émotion est un mauvais guide pour le législateur. Cette élaboration en partenariat avec le ministère de la Justice est également, me semble-t-il, une garantie, celle d'un équilibre entre efficacité de la lutte contre le terrorisme et préservation, comme je le soulignais, de nos libertés publiques. Face aux risques terroristes, les vaines polémiques n'ont pas leur place. Et je suis très heureux de présenter ce texte d'abord au Sénat parce que je connais la sagesse de votre Assemblée. Cette volonté d'une réponse unique a guidé l'élaboration du projet de loi. J'espère vivement qu'elle guidera également son examen. À ce stade, Monsieur le rapporteur, cher Jacques Mézard, je ne peux que saluer le travail très constructif que vous avez déjà mené. Et à la lecture des débats qui ont eu lieu mercredi dernier, je crois, Monsieur le Président, cher Jean-Pierre Sueur, que l'esprit qui anime votre commission des lois sur ce thème est le même que le mien, l'unité républicaine. Nous souhaitons que ce texte soit un texte de mobilisation. Mobilisation de la représentation nationale, bien évidemment, mais surtout mobilisation de toute la société française contre ceux qui cherchent ou qui chercheraient à lui imposer une volonté qui n'est pas la sienne et qui ne sera jamais la sienne. Ce projet de loi se veut pragmatique, donc. Il s'appuie sur deux volets. Un volet préventif, qui permet notamment à notre système de renseignement de mieux détecter, identifier, appréhender la menace. Un volet répressif, qui permet de sanctionner plus efficacement les activités terroristes. Le volet préventif, contenu dans l'article 1, consiste à proroger les dispositions temporaires de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme. Des dispositions qui, au fil du temps, ont fait la preuve de leur utilité pour les services spécialisés et les magistrats en charge de l'antiterrorisme. Les contrôles d'identité préventifs dans des gares routières ou ferroviaires et sur des portions de lignes, notamment dans les trains à grande vitesse transfrontaliers, doivent être favorisés. Les dispositions permettant de ne pas enfermer l'action de contrôle des services de police dans un délai trop court sont source d'efficacité opérationnelle. Elles doivent donc être maintenues. Elles ont notamment permis l'augmentation, je veux le souligner, du nombre de patrouilles mixtes à bord des trains internationaux sur les liaisons ferroviaires avec l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Suisse ou l'Italie. Ce qui a représenté une avancée très positive, car certaines lignes ferroviaires, par leur caractère symbolique, ont pu constituer ou constituent des cibles d'action pour certains réseaux terroristes. L'accès préventif des services de renseignement aux données techniques recueillies dans les communications électroniques ou lors de la consultation de sites Internet est là aussi un outil tout à fait fondamental. Il permet notamment de vérifier ou recouper de manière continue
y compris dans l'urgence, les informations recueillies à titre préventif. C'est le lot quotidien, d'ailleurs, de tout service de renseignement. Ainsi, sont accumulés et étayés, ou au contraire écartés, les soupçons portant sur des personnes ou des réseaux potentiellement dangereux. Cette activité s'effectue sous le contrôle préalable d'une personnalité qualifiée directement subordonnée à une autorité administrative indépendante. Notre modèle garantit la fluidité et la judiciarisation des informations accumulées dès que les faits détectés justifient l'ouverture d'un cadre d'enquête. L'analyse des données de connexion a ainsi permis au cours des derniers mois d'identifier, par exemple, les administrateurs d'un site islamiste dont l'objectif était notamment le recrutement de candidats au djihad. Sur la base des informations recueillies, une procédure judiciaire a pu être ouverte et le principal administrateur du site a été arrêté et écroué. Internet, les réseaux sociaux ou Twitter sont devenus des lieux de propagation de la haine, des lieux où les propos les plus odieux se diffusent et où les projets les plus ignobles peuvent se préparer. Dans ce domaine, il nous faut être particulièrement mobilisés et savoir apporter les réponses précises, solides sur le plan juridique, qui conviennent. Le gouvernement propose de proroger une dernière fois, je sais que vous y êtes attentifs, les dispositions de l'article 6. Une dernière fois, car il me semble désormais opportun de mettre à profit ce délai, le Parlement y sera évidemment étroitement associé, pour repenser l'articulation et faire converger ces dispositions avec celles de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques. Plusieurs amendements sont prévus à cet effet. Cette évolution s'inscrira également à la suite du livre blanc. Celui-ci définira les priorités stratégiques et opérationnelles propres à assurer la sécurité des Français. C'est dans ce cadre renouvelé qu'il faut aussi mener une réflexion sereine et approfondie. L'accès à certains traitements automatisés administratifs, carte nationale d'identité, passeport ou encore permis de conduire, permet aux services spécialisés de procéder à de multiples vérifications et de contrôler, par exemple, si un titre d'identité saisi est vrai ou faux. Il permet également, dans une démarche d'anticipation, de suivre les déplacements internationaux d'individus, notamment ceux suspectés d'islamisme radical, mais pas seulement. D'une manière plus générale, ces consultations de fichiers participent de l'activité permanente de documentation des services qui sont habilités. Pour être efficace, notre droit doit être clair. C'est pourquoi j'avais proposé la ratification qui aurait permis que le Code de sécurité intérieure acquiert valeur législative. Votre commission des lois, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, a estimé qu'elle avait besoin de davantage de temps pour examiner ce code. Je l'entends parfaitement. Le Code de sécurité intérieure fera toutefois, et nous le verrons au fur et à mesure du débat, l'objet d'un amendement à l'Assemblée nationale. Le volet préventif vise donc la continuité, à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste. Il est complété, et j'en terminerai par là, d'un volet répressif. La législation française en matière de lutte contre le terrorisme est particulièrement complète, je le soulignais. Elle comporte toutefois une insuffisance à laquelle seule la loi peut répondre. Il s'agit de poursuivre et de condamner les personnes qui participent à l'étranger à un acte terroriste ou à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, mais qui n'ont commis aucun acte délictueux en France. Concrètement, cette évolution permettra de poursuivre pénalement, et nous en avons vu toute la nécessité, les ressortissants français qui se rendraient à l'étranger pour y suivre des travaux d'endoctrinement ou pour intégrer des camps d'entraînement. Ces ressortissants français pourront être poursuivis, j'y insiste, alors même qu'ils n'auront pas encore commis d'actes répréhensibles sur le territoire national. Et c'est une avancée importante, sinon décisive. La neutralisation judiciaire des djihadistes revenant ou tentant de revenir sur notre sol est en effet, j'en suis convaincu, un impératif. Il y a une continuité territoriale de la menace, il faut donc une continuité territoriale des poursuites. En matière de répression, ce projet de loi propose enfin, dans son article 3, d'améliorer nos procédures d'expulsion visant les ressortissants étrangers que j'évoquais il y a un instant, tenant des discours radicaux ou soutenant le terrorisme. Je veux le répéter pour que les choses soient claires, ceux qui se trouvent sur le territoire de la République avec l'intention de lui nuire doivent être expulsés sans ménagement. La menace est là. Elle est diverse.
Nous devons, comme chaque fois par le passé, la regarder en face, lucidement, avec détermination, sans jamais céder à la crainte. Il n'y a pas de raison à cela. Différents gouvernements, les différentes majorités qui ont été confrontées au terrorisme ont agi avec la même détermination. Les Françaises et les Français doivent savoir que tout est mis en œuvre pour garantir leur sécurité. Elle est logiquement, naturellement, aujourd'hui la priorité du Président de la République et celle du gouvernement. Mesdames et Messieurs les sénateurs, en vous présentant aujourd'hui ce projet de loi, je vous invite à donner à notre pays, à la France, à la République, une entière capacité d'action. Elle est nécessaire pour la défense de ce qu'elle est, pour la défense de ce qui fait les fondements même de ce que nous sommes, et tout simplement pour la défense de la démocratie. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. La parole maintenant est au rapporteur de la Commission des lois, le président Jacques Mézard. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, vous avez employé les mots qui conviennent dans un discours marquant une volonté politique quand la République est menacée. C'est le cas dans la période actuelle. Les méthodes du terrorisme évoluent, pas son fondement, contraire à ce qui fait l'essence de l'humanité. Le terrorisme est de toutes les époques, mes chers collègues. Il renaît constamment de l'expression du fanatisme, monstre issu de tous les obscurantismes et croissant au gré des misères des peuples. Chaque renaissance du terrorisme est vécue comme la survenance d'un mal nouveau. En réalité, les peuples ont peu de mémoire. Qui se souvient aujourd'hui des attentats anarchistes de la fin du XIXe siècle? Qui se souvient que la Troisième République a perdu 2 de ses présidents, Sadi Carnot et Paul Doumer? Il naît de régimes auxquels le terrorisme ne s'est attaqué, et il en est ainsi depuis la période historique. La violence est rarement légitime, et bien de justes causes l'emportèrent sans y recourir. Gandhi en fut l'exemple. Mais elle est encore plus illégitime lorsqu'elle s'en prend à des régimes fondés sur la volonté du peuple et la démocratie. Revendications territoriales, revendications sociales ou plus fréquemment fanatisme religieux, le terrorisme s'en prend au fondement même de nos sociétés démocratiques. Qu'il s'agisse de fondamentalisme religieux ou de l'ETA, ou en Corse du Sud, des assassinats, dont celui du préfet Erignac que nous ne saurions oublier. Et l'actualité d'aujourd'hui rappelle encore ces méthodes absolument ignobles. Mais le processus est similaire. Et nous devons combattre ce fléau en n'oubliant pas qu'au-delà des actes ignobles visant des personnalités, ce sont plus souvent des citoyens anonymes qui tombent victimes de cette barbarie. Les moyens utilisés par les terroristes évoluent avec la société. Aujourd'hui, l'utilisation de nouveaux moyens de communication, de déplacement, a changé la donne. Nos sociétés doivent adopter des moyens de lutte adéquats. La menace, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, ne vient pas seulement de l'extérieur, elle a aussi gangrené l'intérieur. Quels sont les objectifs d'une politique antiterroriste dans un pays démocratique? Donner les moyens humains, matériels et législatifs aux services compétents et aux magistrats pour prévenir le terrorisme et le réprimer. Appliquer la loi de la République sans aucune faiblesse, et vous l'avez dit. Utiliser la force si nécessaire, aucune concession, aucun laxisme. Mais aussi parce que nous sommes une belle démocratie, respecter les principes fondamentaux de notre droit et les libertés fondamentales de nos concitoyens. Cet équilibre, il peut, il doit
trouver le plus large consensus. C'est l'intérêt national. Vous nous y avez appelé, Monsieur le ministre. Je ne suis pas choqué, personnellement, que l'exposé des motifs du présent projet de loi reprenne littéralement certains éléments du projet de loi déposé en avril dernier par Monsieur le ministre Mercier. Il est des constats dont la pertinence perdure, quels que soient les changements de majorité. Ceci étant dit, le texte du projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui présente quelques différences notables avec le texte précédent. Il vient en urgence pour une raison évidente qui ne saurait échapper à personne. Ce projet inclut la question de la prorogation des dispositions temporaires instituées par la loi du 23 janvier 2006, dispositions expirant le 31 décembre 2012 et considérées comme indispensables, vous l'avez aussi rappelé, par les services compétents, qu'elles soient prorogées ou pérennisées. Il fallait que la procédure législative soit respectée. Madame Trundle y tenait à juste titre. C'est fait. Le texte du gouvernement précédent n'incluait pas cette question de la loi de 2006 et si vous étiez resté aux commandes de l'exécutif, il eût fallu un nouveau texte en urgence de toute façon. Autre différence notable, le texte précédent créait en droit pénal 4 nouvelles incriminations, ce qui pouvait d'ailleurs peut-être expliquer qu'il soit porté par le ministre de la Justice, alors que le texte qui nous est soumis procède de Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, par ce texte, vous avez manifestement poursuivi un objectif principal. Donner les moyens nécessaires aux professionnels en charge de la lutte contre le terrorisme, en évitant de créer, d'accumuler de nouveaux textes pénaux dont l'utilité n'aurait pas été démontrée. Nous ne pouvons que partager avec conviction ce choix, ayant toujours considéré que l'accumulation de nouvelles lois pénales, à chaque vague médiatique, ne relevait pas d'une approche raisonnée de la construction de notre édifice juridique. Nous sommes heureux de cette nouvelle approche. Elle correspond à ce que nous avons constamment soutenu. Si je puis résumer, que nous ont dit les professionnels en charge de la lutte contre le terrorisme? Qu'en l'état, l'arsenal législatif dont ils disposent, qui est l'œuvre de gouvernements successifs et de diverses majorités, est relativement complet. Que subsiste une lacune concernant la difficulté à poursuivre devant les juridictions pénales françaises les Français ayant commis à l'étranger un délit en lien avec le terrorisme. Par exemple, la participation à des camps d'entraînement terroristes. Votre projet de loi, par son article 2, va combler cette lacune sans créer une nouvelle incrimination, par extension du texte relatif à l'association de malfaiteurs. Les mêmes professionnels ont exprimé clairement que les dispositions des articles 3, 6, 9 de la loi du 23 janvier 2006 leur étaient très utiles. La loi du 10 juillet 1991 en l'état ne permettant pas de couvrir totalement toutes les questions. À ce stade, il convient de rappeler rapidement les grands traits de notre dispositif antiterroriste, qui est, selon les praticiens que nous avons entendus, relativement bien construit et efficace. D'un point de vue organisationnel, bien qu'en principe les juridictions locales et le tribunal de grande instance de Paris disposent d'une compétence concurrente dans ce domaine, la poursuite des actes terroristes est en pratique, pas de droit, mais en pratique, centralisée au niveau de la juridiction parisienne. Celle-ci comprend en effet un pôle antiterroriste au sein du parquet et au sein du siège, regroupant des juges spécialisés. Nous avons entendu M. Christen pour le parquet, M. Trévidic pour les juges d'instruction. Et nous savons que le jugement des crimes terroristes relève d'une cour d'assises spécialisée. Du point de vue de la loi pénale, le terrorisme est défini par la combinaison d'un crime ou d'un délit de droit commun et d'une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Surtout, l'efficacité du dispositif français repose sur l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes,
entrée en vigueur après la promulgation de la loi du 22 juillet 1996. C'est cette infraction qui permet en effet de poursuivre facilement des personnes dès l'instant qu'elles ont accompli des actes les associant à d'autres en vue de la préparation d'actes de terrorisme. Enfin, le dispositif antiterroriste repose sur des instruments spéciaux dont disposent les services enquêteurs, dont la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire, l'unité de coordination de la lutte antiterroriste et la direction centrale du renseignement intérieur, sous le contrôle de l'autorité judiciaire ou, dans certains cas, en amont de l'intervention de celle-ci. Il s'agit de la possibilité de réaliser des saisies et des perquisitions, de sonoriser et de filmer des véhicules et des lieux, de capter des données informatiques. En amont de la phase judiciaire, les services, essentiellement la DCRI, disposent des outils dont les a dotés la loi du 23 janvier 2006. Ce sont ces outils dont l'article 1 du projet de loi propose de proroger l'existence jusqu'au 1er janvier 2015, alors que sans cette prorogation, il deviendrait caduc à la fin de l'année. Il s'agit de la possibilité de demander aux opérateurs de communication électronique et aux fournisseurs d'accès Internet les données de connexion des utilisateurs. Elle concerne ensuite les fameuses FADET, c'est-à-dire les factures détaillées. Il peut s'agir enfin d'une demande de géolocalisation d'une personne. Ces données de connexion, aujourd'hui, constituent un des principaux outils dont se servent les services enquêteurs pour comprendre le fonctionnement des cellules ou réseaux soupçonnés de préparer des actes terroristes. Le deuxième instrument, vous avez rappelé son utilité, Monsieur le Ministre, ce sont les contrôles d'identité dans les trains internationaux. Enfin, les services de renseignement ont accès à des fichiers administratifs afin de déterminer l'identité complète d'une personne, de vérifier une identité ou encore de retrouver la trace de personnes surveillées parties à l'étranger et qui demandent un passeport. Ces dispositifs sont étroitement encadrés, chaque utilisateur devant être habilité. S'il y a eu des dérives, et il y en a eu, nous le savons, même pas très fréquentes d'après les acteurs que nous avons entendus, mais nous savons qu'il y en a eu, y compris du côté de la justice. Elles ne sont pas imputables au cadre législatif, mais concernent des cas où certains services semblent s'être affranchis de ce cadre légal, comme nous en avons pu avoir connaissance dans certaines affaires récentes. Je vous propose donc d'accepter cette prorogation qui me paraît plus pertinente qu'une pérennisation en l'état, laquelle nécessite un bilan et vraisemblablement, et même certainement, une refonte avec les dispositions de la loi du 10 juillet 1991, et il faudra le faire. En second lieu, l'article 2 complète le Code pénal afin, comme je l'ai indiqué, de prévoir l'application de la loi pénale française aux crimes et délits qualifiés d'actes de terrorisme commis par un Français hors du territoire de la République. Aujourd'hui, notre arsenal législatif laisse subsister cette lacune, impossibilité pratique de poursuivre et de condamner un Français qui, sans commettre aucun délit sur le territoire national, participe à l'étranger à une infraction à caractère terroriste. Cette difficulté, mes chers collègues, elle résulte des règles gouvernant l'application de la loi pénale française dans l'espace, car elle n'est applicable à une infraction commise à l'étranger qu'à plusieurs conditions cumulatives. Qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, la compétence de notre loi pénale française est subordonnée à deux conditions. L'auteur de l'infraction doit posséder la nationalité française le jour du déclenchement des poursuites. Enfin, en vertu de la règle dite non bis in idem, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits. Ensuite, s'agissant des délits, deux conditions supplémentaires sont requises. Les faits doivent être punis par la législation du pays où ils ont été commis et la poursuite ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public et être précédée d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis. Donc, si ces conditions n'interdisent pas d'engager des poursuites à l'encontre de l'un de nos ressortissants, elles peuvent en revanche compliquer l'ouverture d'une procédure concernant un Français soupçonné d'un délit commis hors du territoire national, car il est très improbable que les pays qui tolèrent
des camps d'entraînement sur leur territoire répondent à l'exigence de réciprocité d'incrimination et procèdent à une dénonciation officielle. Certes, la qualification d'association de malfaiteurs permet de couvrir des actes commis à l'étranger dès lors qu'ils sont connexes à d'autres faits en relation avec une entreprise terroriste commis en France. Les uns comme les autres forment, selon notre jurisprudence, un tout indissociable. Mais il peut arriver qu'aucun acte préparatoire n'ait été commis en France, soit que l'auteur ait quitté depuis longtemps notre territoire, soit qu'il se soit rendu à l'étranger pour des motifs qu'il n'est pas facile de mettre en relation avec une entreprise terroriste, par exemple des motifs familiaux. L'évolution des modes opératoires en matière de terrorisme rend ces situations de plus en plus fréquentes. La disposition qui est proposée dans ce texte, dans ce projet, permet d'écarter non seulement, comme tel est déjà le cas pour les crimes, l'exigence de réciprocité d'incrimination, de dépôt d'une plainte ou dénonciation, mais aussi la condition relative à l'absence de condamnation pour les mêmes faits du principe non bis in idem. Seule demeure la condition de nationalité française du mis en cause. Cette évolution est cohérente avec la compétence déjà reconnue par l'article 113-10 du Code pénal, sans mention d'aucune exception à la loi pénale française. L'infraction commise à l'étranger, susceptible de compromettre gravement notre ordre public, est traitée de la même manière qu'une infraction commise en France. La mesure couvre un champ plus large que celle qui avait été envisagée dans le précédent projet de loi présenté en mai 2012, qui, d'une part, ne concernait que la participation à l'étranger à l'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, et, d'autre part, ne prévoyait de ne déroger qu'à la condition de réciprocité d'incrimination et à celle liée à la dénonciation officielle par l'autorité du pays où l'acte a été commis. En revanche, contrairement à ce projet de loi, elle ne vise que les ressortissants français et non les personnes résidant habituellement sur le territoire français. Après la réunion de la commission de ce matin, je pense que nous pourrons trouver une formule qui contentera tout le monde sur ce point. Le projet de loi n'a pas aussi à ce stade retenu les nouvelles incriminations spécifiques proposées par le précédent projet, dans des conditions d'urgence que nous comprenons, mais qui pour nous manquaient de recul, sans doute avec l'absence d'évaluation approfondie du droit en vigueur par rapport, je dirais, à la réaction et à l'urgence. Si le cadre juridique actuel est très complet, il peut néanmoins, mes chers collègues, être appelé à évoluer dans le respect des principes et libertés constitutionnellement garantis afin de répondre à une menace dont les formes sont à la fois multiples et mouvantes. L'efficacité de cette lutte dépend aussi pour beaucoup des pratiques des acteurs de la lutte contre le terrorisme. Et nous savons, les affaires récentes, et en particulier celle qui a beaucoup remué nos concitoyens au printemps dernier, montrent que l'enjeu porte principalement sur le moment où les magistrats sont saisis par les services de renseignement d'une affaire. Cette judiciarisation ne doit intervenir ni trop tôt, afin que les éléments recueillis soient suffisamment établis pour constituer l'infraction, ni trop tard, afin d'empêcher l'attentat. À cet égard, la faculté de poursuivre plus facilement les infractions commises à l'étranger ne doit empêcher ni de remonter les filières, ni de collecter les informations nécessaires sur les intéressés. En tout état de cause, l'extension de compétences de la loi pénale prévue par le nouvel article 113-13 n'exonérera pas les services spécialisés de réunir les preuves du comportement délictueux à l'étranger. L'article 3 du texte proposait d'encadrer le délai dont dispose la commission départementale d'expulsion pour se prononcer. Vous avez eu raison, Monsieur le ministre, de dire que, dans ces cas-là, la République doit expulser, sans faiblesse. Cette commission doit donner un avis non conforme. Nous savons aujourd'hui que lorsqu'il y a un renvoi de séance à la demande de l'étranger, la commission se prononce très largement après le délai d'un mois qui lui est pourtant imposé. Le gouvernement a proposé qu'il soit prévu dans la loi qu'un décret fixe un délai au-delà duquel l'avis sera réputé rendu. Nous avons considéré
qu'il s'agit ici d'une atteinte, certes justifiée par la sauvegarde de l'ordre public, à la liberté individuelle et que cela relève plutôt du législateur. Nous avons donc adopté à la commission des lois un amendement d'inscrire dans la loi le délai d'1 mois et de prévoir en outre un délai d'1 mois supplémentaire si l'étranger a demandé le renvoi pour un motif légitime. Vous avez bien voulu convenir, Monsieur le ministre, que notre demande de la Commission relative à la suppression de l'article 5 était entendue par vous-même, dont acte. Je pense que c'était tout à fait logique de proposer cette suppression compte tenu du délai très court que nous avions. Quant à l'article 6, il tend à autoriser le gouvernement à prendre une ordonnance pour inclure dans le Code de la sécurité intérieure les dispositions de la loi du 6 mars 2012 relatives à l'établissement d'un contrôle des armes modernes, simplifié et préventif. Cette loi doit modifier à compter du 6 septembre 2013 certains articles du Code de la défense, dont une partie fut transférée à compter du 1er 2012 au Code de la sécurité intérieure. Là aussi, le délai très bref entre la promulgation de la loi relative au contrôle des armes et celle de l'ordonnance n'avait pas permis d'intégrer les dispositions de cette loi dans le nouveau Code. L'article 6 tend en outre à habiliter le gouvernement à opérer l'extension du Code de la sécurité intérieure à la Polynésie française et aux autres territoires d'outre-mer. Le Parlement pourra ainsi, compte tenu de la suppression de l'article 5, ratifier l'ensemble du Code de la sécurité intérieure et ses adaptations ou extensions outre-mer lorsqu'il examinera la future loi de ratification. Monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission des lois a voté très majoritairement le texte qui est soumis à notre Haute Assemblée. Nos concitoyens, et c'est logique, sont inquiets des menaces terroristes. Les esprits ont été marqués par l'affaire Mera. Le terrorisme frappe aveuglément. Les récentes arrestations ont démontré la vigilance et la compétence des services en charge de ces missions, aussi leur courage et parfois leur abnégation. Mais en la matière, Monsieur le ministre, vous avez su aussi faire le ménage là où c'était nécessaire. Il faut une forte volonté politique. L'État doit agir, l'État doit rassurer, l'État doit être respecté. Cette volonté, Monsieur le ministre, cette volonté politique, vous l'avez. Vous le démontrez chaque jour et les Français y sont sensibles. Préserver la sécurité de nos concitoyens avec la sauvegarde des libertés publiques, c'est le fondement même de la République que nous aimons. Ainsi, vous vous inscrivez dans le droit fil d'un autre ministre de l'Intérieur, Georges Clemenceau, qui sut dans les pires épreuves toujours affirmer la puissance de l'exécutif dans le respect des libertés. Et vous ne serez pas étonné que je conclue par une phrase qu'il prononça ici même dans cet hémicycle, au cœur de la tourmente. Il faut que l'éducation des hommes se fasse. Elle n'est possible que par la pratique. Nous avons le devoir de leur assurer la liberté contre les envahissements du pouvoir, mais aussi contre ceux de l'anarchie. C'est ainsi que j'invite le Sénat à voter le texte de la Commission. Merci, Monsieur le rapporteur. La parole maintenant à cette tribune est à Monsieur le Président de la Commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois, David Assouline. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues, je vais être plus factuel dans mon rôle et moins lyrique, mais sans revenir sur les points qui viennent d'être développés, j'ai souhaité intervenir dans ce débat en ma qualité de président de la Commission pour le contrôle de l'application des lois pour présenter brièvement au Sénat les travaux que nous avons réalisés sur cette question. Je veux souligner que c'est une première depuis la décision de constituer cette commission, que ce travail d'évaluation puisse servir au débat en séance plénière. Comme vous le savez, à la suite des événements meurtriers de Toulouse et de Montauban, le précédent gouvernement avait déposé sur le bureau du Sénat le 4 mai un projet de loi sur le terrorisme. Nous étions devant un cas d'école de ce que nous voulons éviter dans la fabrication de la loi quand le Sénat avait décidé de créer notre commission,
la commission que je préside. Un événement survient, aussi tragique et grave qu'il soit. On annonce qu'en réponse, on va légiférer en 3 semaines, sans prendre le temps de faire le travail de contrôle et d'évaluation partagée des dispositifs existants et pourtant multiples et complexes, pour juger de leur efficacité au regard même de l'événement qui s'est produit. Mais puisque l'urgence extrême était envisagée, malgré le fait que nous étions en congé de session plénière, puis pour cause de campagne électorale, nous avons décidé de travailler dans cette urgence pour offrir à tous nos collègues, mais aussi à nos concitoyens, une évaluation aussi précise que possible des dispositifs existants et, tant que possible, de leur application. Le gouvernement avait annoncé son intention d'aller vite. Notre commission a donc dû travailler de la même façon et en faire autant. Nous nous sommes donc imposés des délais rapides en engageant aussitôt un cycle d'audition afin de recenser et de suivre l'évolution des textes successifs formant l'ossature de la législation antiterroriste depuis la loi fondatrice du 9 septembre 1986 et, si possible, d'identifier les forces et les faiblesses du dispositif en vigueur tel qu'elle ressortait de l'avis des personnes entendues. Dans cette démarche, ma commission a fait preuve de la plus grande transparence en associant à ces auditions non seulement, et c'est normal, les membres de la commission des lois qui souhaitaient y assister, et à chaque fois que possible en ouvrant ces travaux à la presse. Parce que nous considérons que dans un domaine aussi spécialisé, généralement méconnu par l'opinion publique, mais qui véhicule dans l'opinion publique autant de fantasmes et de peurs, souvent justifiés, il me paraissait essentiel que nos concitoyens mesurent bien toutes les difficultés de la lutte contre le terrorisme et qu'ils saisissent plus concrètement comment le législateur tente d'y répondre depuis 25 ans. Nous avons ainsi entendu une dizaine des meilleurs spécialistes de la question du terrorisme, aussi bien des universitaires que des magistrats en poste, sans oublier le garde des Sceaux de l'époque, que je salue et qui est dans notre hémicycle, M. Mercier, la présidente de la CNIL, etc. Pour des raisons sur lesquelles il est inutile de revenir, nous n'avons pas été en mesure d'entendre les plus hauts responsables des services de renseignement, ce qui ne nous a pas permis d'achever notre programme d'audition à la clôture de la dernière session. Et c'est pourquoi le rapport, l'état de nos travaux que j'ai publié, qui a pu servir aux travaux de notre commission avant cette loi, n'est intervenu que parce que, après un projet de loi caduc, puisque la majorité présidentielle a changé, le gouvernement nous a fait savoir qu'il était d'abord obligé de légiférer pour pour permettre d'abord qu'une législation en vigueur et qui arrivait à terme fin 2012, comme le ministre nous l'a expliqué, et qui est absolument nécessaire dans la lutte contre le terrorisme, puisse être reconduite, et légiférer aussi sur des aspects effectivement envisagés par le précédent gouvernement et qui ne posaient pas de problème, comme le rapporteur nous l'a expliqué, car en la matière, il n'y a pas de place pour des conflits et des postures idéologiques, mais de la place pour l'efficacité dans une lutte qui doit tous nous rassembler. Voilà, dans ces circonstances nouvelles, ma première préoccupation a été donc que ce travail puisse être mis à la disposition. Comme j'ai eu l'occasion de le rappeler, le rôle de la Commission pour le contrôle de l'application des lois n'est pas de s'immiscer dans le travail législatif incombant à la Commission saisie sur le fond du texte, mais simplement de lui fournir un état des lieux aussi précis que possible de la législation en vigueur et de la réalité de son application. C'est ce que nous avons fait. Ce rapport est à la disposition de tous les sénateurs. J'espère qu'il a pu être regardé par le gouvernement quand il a achevé la préparation de cette loi, et je sais qu'il l'a été par notre rapporteur. Je veux conclure sur ce qui a émergé de ce travail que nous avions fait. D'abord, un triple constat normatif. Le cadre législatif actuel a été jugé dans l'ensemble satisfaisant. Ce sont des propos comme ceux de M. Marc Trévidy, qui souligne que la loi française nous donne tous les pouvoirs nécessaires, qu'il ne paraît pas globalement
sein de la modifier en réaction à un fait divers, ou de M. François Hesbourg qui dit « Nous disposons d'un arsenal juridique très impressionnant que beaucoup de pays nous envient. Il n'est pas sûr que nous ayons besoin d'autre chose que de quelques adaptations. Il s'agit bien de cela dans ce qui nous est présenté aujourd'hui. » Deuxième constat, son application peut soulever quelques difficultés, mais celles-ci ne sont pas d'ordre, sont plus d'ordre pratique et organisationnel que juridique. À la lumière de ce qui s'était passé, M. François Hesbourg nous a par exemple dit que la DCRI, n'étant pas elle-même une direction générale, qui dépend de la DGPN, qui vit une relative diète du fait de la révision générale des politiques publiques. De surcroît, la DCRI est une institution jeune et la fusion initiée il y a 4 ans de la DST et des renseignements généraux hors préfecture de police, deux services de culture très différents, n'est pas encore complètement achevée. Voilà des difficultés qui ne relèvent pas de l'ordre de la loi, mais bien de la mise en pratique des décisions et des orientations que la loi permet. 3. Le terrorisme en 2012 n'est plus le même qu'en 1986. Il y a eu des adaptations continuelles et dans la dernière décennie, la révolution de l'Internet a obligé à envisager à un rythme plus accéléré des évolutions, y compris dans la législation, et ça fait partie des réflexions, y compris qui nous sont proposées aujourd'hui. Mais aussi, le mode opératoire a évolué. Monsieur Samir Angar nous faisait part de quelque chose que l'on constate et qui a été révélé encore plus de façon éclatante avec l'affaire Mera et avec les dernières arrestations, aux attentats à la bombe des années 90 et aux attentats suicides des années 2000, ont en effet succédé des agressions individuelles affranchies du groupe ou de son leader charismatique à l'aide d'armes de poing, etc. Tous les intervenants ont mis l'accent sur le rôle majeur joué aujourd'hui par l'Internet. M. Marc Trévidic nous a confié que depuis 2003 environ est apparu l'usage d'Internet pour la propagande et le recrutement. C'est là désormais que quasiment tout se passe. Au moment où s'engage notre débat en séance publique, pour conclure, je tiens simplement à faire part d'une interrogation supplémentaire qui, au fond, a toujours plus ou moins sous-tendu le témoignage de toutes les personnes que nous avons entendues à notre commission. Face à une menace qui vise à affecter profondément l'ordre social, comment concilier l'efficacité de la réponse pénale sans porter dans le même temps une atteinte aux libertés fondamentales? L'inventaire que nous avons réalisé montre bien le caractère particulièrement délicat de l'exercice de conciliation entre ces deux objectifs. Pour le autant, les textes adoptés par le Parlement depuis 1986 ont doté notre pays d'un arsenal législatif de plus en plus large, certes, mais ne portant pas fondamentalement aux libertés essentielles, car les dispositifs s'exercent sous le contrôle de l'autorité judiciaire que la Constitution rend garante de la liberté individuelle. Ceci nous a été confirmé par le témoignage de M. Olivier Christen, qui nous dit que tout le dispositif antiterroriste français, s'il repose sur plusieurs intervenants, fonctionne autour d'un même pivot central qui est le dispositif judiciaire, et cela a son importance pour nous qui légiférons, même sur des choses et des événements aussi délicats. Pour dire les choses plus simplement, le dispositif français de lutte antiterroriste est une législation exceptionnelle, mais pas une législation d'exception. Sans préjuger de la teneur définitive du texte qui va sortir de nos travaux, je suis fier que la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois ait pu mettre cette donnée fondamentale en évidence et qu'elle ait ainsi apporté sa contribution à un débat dont chacun mesure l'importance, mais aussi la difficulté. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Esther Benbassa. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, comme vous le savez, le présent projet de loi succède ou se substitue à un autre déposé le 4 mai 2012 par notre collègue Michel Mercier, alors ministre de la Justice, à la suite des tueries de Toulouse et Montauban.
Il arrive à notre Assemblée en procédure accélérée, cette fois par la volonté du gouvernement de gauche actuel, dans le contexte créé par l'affaire Mera et alourdi par un nouveau cycle d'événements heureusement moins tragiques, quoique profondément inquiétants, avec les récentes arrestations des membres d'une cellule terroriste dans le sillage de l'enquête menée à la suite d'une attaque à la grenade lancée dans une épicerie juive de Sarcelles le 19 septembre. Je ne referai pas ici l'historique détaillé de la loi du 23 janvier 2006, dont les articles 3, 6 et 9 ont été prorogés en 2008 jusqu'à la fin de la présente année civile. C'est en effet dans un climat tendu que nous avons engagé au Sénat l'examen de l'actuel projet de loi qui en est un nouvel avatar. Comme me l'impose ce climat et ce contexte de stress social, et comme me l'impose aussi mon attachement à certains principes intangibles, je me dois de souligner mon rejet de toute forme de terrorisme aveugle et ma haine des fossoyeurs de toute civilisation humaine auxquels nous devons faire face. Ainsi, avant de développer toute considération relative aux éventuelles dérives auxquelles pourraient conduire certains articles de ce projet de loi, et pour éviter toute espèce de suspicion, je me permettrai de me placer sous l'aile protectrice d'un maître en éloquence, mon excellent collègue et ami Jean-Pierre Sueur, dont le dévouement aux intérêts de la nation n'est plus à démontrer. Quand on vient d'arriver au Sénat, comme moi, ce n'est pas là une prudence superflue. Ainsi s'exprimait-il en décembre 2005 lors des débats entourant le vote de la loi d'origine. Je le cite. « La lutte contre le terrorisme nécessite le concours de tous les élus de la République qui ne doivent pas ménager leur soutien au gouvernement, quel qu'il soit, car nous devons lutter de toutes nos forces contre ce qui est la négation de la civilisation et de la démocratie. » Il ajoutait d'un même élan, la question qui nous est posée est de savoir dans quelles conditions il est légitime de prendre les mesures exceptionnelles qu'appelle nécessairement la lutte contre le terrorisme. Et il continuait. Nous pensons que ces mesures sont nécessairement exceptionnelles. Les conditions dans lesquelles elles doivent être prises appellent une attention toute particulière. Personne ne saurait rien redire à la sagesse de ces mots fixés dans la toile du Sénat. Et moi, moins que personne. Si nous devons mener la lutte contre le fléau dont nous parlons aujourd'hui, nous ne devons pourtant pas le faire à n'importe quel prix. Et surtout, pas en cédant sans réfléchir à la pression de l'événement. M. Sarkozy, par l'intermédiaire de son ministre de la Justice, réagissait en mai à l'affaire Mera. Il ne faudrait pas, Monsieur le ministre, que nous donnions le sentiment de simplement réagir à l'affaire de Sarcelles et de relancer un mécanisme déjà utilisé hier pour rassurer les Français. Ce souci de rassurer, entre guillemets, est certes en lui-même légitime. Veillons néanmoins à éviter de donner le sentiment de produire une simple disposition d'affichage. Si votre projet de loi, Monsieur le ministre, reprend certaines mesures figurant déjà dans celui de M. Mercier, il en réduit toutefois le contenu à 3 volets seulement, le dépouillant d'un certain nombre de dispositions. Il n'en reprend pas moins les articles 3, 6 et 9 de la loi de 2006, demandé par M. Sarkozy lui-même, alors locataire, comme vous aujourd'hui, Monsieur le ministre, de la place Beauvau. Or, la question que peut et sans doute doit se poser tout citoyen est celle-ci. Pourquoi les dispositions votées en 2006, prorogées en 2008, n'ont-elles pas suffi à nous protéger d'un Mohamed Merah, pourtant connu par les services de police? De même, pourquoi les terroristes présumés de la cellule de Torcy, 12 arrêtés dont 5 libérés après une longue garde à vue, n'ont-ils été repérés qu'après leur lancer de grenade à Sarcelles, un acte qui,
en d'autres circonstances, aurait pu se révéler beaucoup plus meurtrier qu'il ne l'a été. Les mesures de 2006 avaient été proposées comme expérimentales et non définitives. Après qu'il y ait eu mort d'hommes et d'enfants, est-il utile de multiplier des dispositions dont l'efficacité ne semble pas démontrée et qui s'ajoutent à l'arsenal déjà existant de dispositions de lutte contre le terrorisme? En ce qui le concerne, le groupe écologiste demande d'une part que la prorogation soit limitée à décembre 2014 au lieu de décembre 2015 et qu'un rapport détaillé d'évaluation soit dressé avant toute nouvelle prorogation. Un rapport de ce type, élaboré par les députés Éric Diard et Julien Drey, je crois socialiste, est rendu en 2008 à la veille de la prorogation de 2008, ne concluait-il pas qu'il ne fallait pas, je cite, sous le coup d'une sorte de fatalisme juridique et sous la pression d'hypothétiques menaces, considérer que les dispositions temporaires, celles des articles 3, 6, 9 de cette loi, doivent être prolongées ou, plus encore, être définitivement entérinées. Fin de citation. Tant que l'on ne s'attaquera pas aux causes profondes de l'émergence d'un terrorisme désormais endogène et aux racines de l'engagement de certains jeunes de nos quartiers, y compris de récents convertis à l'islam, dans les rangs d'un islamisme destructeur. Tant que l'on continuera à clamer les principes d'une laïcité toute théorique, sans vouloir prendre la mesure exacte des formes contemporaines de retour aux religieux, tant que l'on ne se donnera pas les moyens d'inventer des solutions pratiques et non de purs principes, à l'école, en prison, dans la vie de tous les jours, etc. Tant que l'on ne développera pas à nouveau, dans les zones sensibles, une police de proximité, auxiliaire indispensable pour cerner à temps et pour prévenir le basculement de certains de la délinquance dans une forme de radicalité religieuse pouvant mener au terrorisme. Tant que l'on fermera les yeux sur le grippage de notre ascenseur social et sur l'abandon de nos quartiers populaires, on pourra promulguer toutes les lois qu'on voudra sans jamais être assuré qu'elles suffisent à nous protéger sur le long terme des phénomènes qui nous préoccupent aujourd'hui. Le projet de loi que nous examinons concourt certainement à la lutte contre le terrorisme, mais il doit aussi respecter les libertés individuelles qui sont le socle même de notre démocratie. Sans chercher à provoquer une vaine polémique, je dois rappeler pourtant que la gauche s'était opposée en 2006 et en 2008 aux dispositions des articles 3, 6 et 9 dont le présent projet de loi demande, dans son article 1er, la prorogation jusqu'à fin 2015. Elle les jugeait alors liberticides. Elle avait également dénoncé un texte qui, loin de s'en tenir à la prévention et à la répression du terrorisme, contenait des mesures visant à lutter contre la délinquance ordinaire et l'immigration irrégulière et à élargir les possibilités de contrôle aux frontières. Hormis l'émotion provoquée par l'affaire Mera et les récentes arrestations, on ne voit pas ce qui, seulement 4 ans plus tard, devrait fondamentalement modifier cette position. Ce n'est pas nous, écologistes, qui ferons un procès en inconstance à nos amis socialistes. Ainsi le veulent sans doute la politique et la raison d'État. Nous ne présenterons pas non plus aucun amendement pour la suppression de l'article 1er dans le contexte actuel, un amendement qui pourrait être interprété comme décalé. En revanche, nous demanderons la réduction de la durée de prorogation au 31 décembre 2014. Les articles 3 et 4 du projet de loi que nous examinons ont trait aux droits des étrangers et touchent au code régissant leur entrée et leur séjour. Il modifie l'article L522-2 du CESEDA en assouplissant la procédure devant la Commission par l'ajout d'un alinéa. Si la Commission n'a pas émis son avis sur l'expulsion dans un délai d'1 mois, celui-ci est réputé rendu. Malgré l'amendement du rapporteur,
Cet article vise à pallier les carences d'une commission qui statue en général dans des délais bien supérieurs à 1 mois, empêchant ainsi l'administration de se prononcer et rendant difficile la mise en œuvre des mesures d'expulsion. En fait, cet article contourne les garanties entourant les procédures d'expulsion. Ainsi, l'administration pourra-t-elle statuer librement s'il y a carence de la commission? Pourquoi cette précipitation? Votre intention ne peut être simplement, j'en suis sûre, Monsieur le ministre, de pouvoir expulser des étrangers avec plus de facilité. Pourquoi dès lors donner tant de liberté à l'administration? On sait que la gauche a eu toujours à cœur de renforcer les prérogatives de la Commission et que c'est la droite qui les a limitées. Cela est même marqué dans le rapport fait par les collaborateurs socialistes du groupe socialiste au Sénat. Autre temps, autres mœurs, dirons-nous. Nous, le groupe écologiste, nous plaçons dans la tradition de cette même gauche, aujourd'hui majoritaire, à laquelle nous appartenons, nous déposerons un amendement supprimant la possibilité pour l'administration de statuer en cas de carence de la commission d'expulsion, renforçant ainsi les prérogatives de cette dernière. Ainsi, remplirons-nous notre rôle de mémoire politique des socialistes dans une continuité à la fois libre et profondément soucieuse des droits de l'homme et de la femme, ajouterai-je. Pour conclure, je dirais que notre vote final dépendra du sort réservé par cette auguste Assemblée à nos amendements. S'ils sont rejetés, nous choisirons l'abstention. Merci, chers collègues. La parole est maintenant au président Jean-Jacques Hyest. Monsieur le Président, Madame le garde des Sceaux, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues. Monsieur le ministre, votre déclaration de cet après-midi ne peut, je vous le dis, et je l'espère, que rencontrer l'adhésion de toute la représentation nationale. Néanmoins, je souhaiterais revenir un instant sur la contradiction qui se manifeste devant nous et dont ma collègue Benbassa a été de l'illustration. Si l'on se réfère notamment à la position des sénateurs socialistes et communistes, et encore nous ne bénéficions pas d'un groupe des Europe Écologie, les Verts, sur la loi de 2006 relative à la lutte contre le terrorisme. Vous savez, les lectures, c'est toujours intéressant. Quand on a une carrière longue de parlementaire, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit. Parce qu'on est repris par son passé. Je me réjouis, Monsieur le ministre, que l'appréciation ait changé et qu'on reconnaisse enfin l'utilité des mesures que vous qualifiez à l'époque, en mars dernier, certes dans un autre rôle, de précipité. Vous voyez, Monsieur le ministre, je ne vais pas vous reprocher la procédure accélérée, parce qu'elle est parfois utile. Et on sait très bien qu'il faut décider avant le 31 décembre de la prolongation, en fait obligatoire, de la loi de 2006. C'est le motif pour lequel, d'ailleurs, nous ne souhaitons pas, et la Commission a été unanime, ratifier l'ordonnance, parce que, comme vous le savez, le travail est parfait, des administrations, de tous ceux qui collaborent à l'élaboration de la codification, mais notre expérience passée nous a prouvé que le Parlement, si on lui demande de ratifier, c'est quand même que ça doit avoir un sens. Et on a intérêt à regarder de très près s'il y a une parfaite cohérence. Alors vous nous confirmez aujourd'hui que les textes précédents étaient utiles, étaient de bon sens, et vous-même vous en proposez d'autres.
notre collègue François Rebsamen, président du groupe socialiste, il dénonçait pourtant un projet de loi décidé dans l'urgence, mal préparé, mal ficelé, sans évaluation préalable, et s'inquiétait de la fiabilité et de l'efficacité de son contenu. Et bien pourtant, on reprend une partie des mesures alors annoncées par Nicolas Sarkozy et portées par le projet du garde des Sceaux. Alors, Monsieur le ministre, vous avez annoncé votre projet de loi le 15 septembre, juste après, le 15 septembre, manifestation devant l'ambassade américaine à Paris. Je ne me permettrai pas, comme par le passé, de juger la méthode du gouvernement, dont les membres refusaient jusque-là, paraît-il, la réactivité à une émotion collective. Non, mais non, mais c'est ce que vous disiez avant. Alors moi, je ne vous le reproche pas. Je ne vous dirai pas que cette annonce fait suite à une émotion collective propagée par des médias de masse. Je ne dirai même pas que vous souhaitez envoyer un message à l'opinion française et affirmer votre présence sur le front de la lutte contre le terrorisme. Car comme vous, je ne vous le dis pas dit, car comme vous, je considère la menace terroriste comme particulièrement préoccupante. En reprenant à votre compte le fond d'un texte qui a été proposé par un autre gouvernement dit de droite, et pourtant ça a été combattu pendant les nombreuses semaines de campagne présidentielle, pas par vous, Monsieur le ministre, mais par beaucoup de vos amis. Vous imaginez certainement que les Français pourront s'interroger sur le changement complet de position, mais il est heureux. Et ce n'est pas le seul cas, si l'on se reporte au débat sur le pacte européen de stabilité la semaine dernière. Non, mais on peut changer d'avis. Quand on est responsable, on peut changer d'avis. C'est tout. Après l'affaire Mera, je me souviens que lorsque Nicolas Sarkozy avait envisagé une loi prévoyant une surveillance des commissions Internet, on avait critiqué le populisme pénal. C'est un grand mot. Pour notre mémoire collective, je souhaiterais bien entendu revenir un instant sur le texte courageux que notre collègue Michel Mercier, alors garde des Sceaux, avait présenté, qui ne remettait pas en cause la législation actuelle, mais l'améliorait. Et je suis très heureux de votre présence, Madame la garde des Sceaux, parce que je craignais que, comme par le passé, les textes sur le terrorisme soient fabriqués uniquement au ministère de l'Intérieur. Oui, je vous le dis, je suis honnête. Mais non, c'est une collaboration qui a toujours existé entre la chancellerie et le ministère de l'Intérieur. Parce que quand même, quand il s'agit de droit pénal, il vaut mieux que la chancellerie soit concernée. Alors, ce texte proposait 4 nouvelles mesures. Donner des moyens supplémentaires aux magistrats et aux enquêteurs, notamment en matière de perquisition, d'écoute et d'infiltration. Pénaliser la consultation habituelle sans motif légitime des sites Internet, on en parlera tout à l'heure. Pénaliser ceux qui se rendent dans des camps d'endoctrinement à des fins terroristes. Ça peut rentrer dedans dans certains cas, et appliquer enfin une directive européenne, ou plutôt une décision cadre européenne, instaurant un délit d'instigateur d'actes terroristes. Je souhaitais faire ce rappel afin que nous ayons, tout comme nos concitoyens, conscience des similitudes et des différences qui nous animent. Depuis 1986, je m'en souviens, j'étais jeune député. Et c'était une des premières lois que nous avons votées sous la législature, qui a été interrompue en 88, parce qu'il y avait déjà des réelles menaces terroristes. C'était toute la vague d'attentats des années 70. Et la France a pris conscience du caractère spécifique de cette menace et a perpétuellement fait évoluer sa législation en fonction des évolutions des modes opératoires et de l'émergence des nouvelles menaces. Vous l'avez tout à fait décrite, Monsieur le Ministre, tout à l'heure, les évolutions. Nous avons toujours veillé à maintenir un équilibre constant entre l'attribution à la puissance publique de prérogatives renforcées, nécessaires à la sécurité collective et à la préservation des libertés publiques. D'ailleurs, le rapport de la Commission d'application des lois
Le président Assouline. Ah, c'est dommage. Pour une fois, j'aurais dit quelque chose de presque aimable à son égard. Bon, ça va alors. Le rapport de la commission d'application des lois relatives à la sécurité intérieure et à la lutte contre le terrorisme, dont je peux simplement regretter qu'il ait été publié dans l'urgence, et un rapport forcément provisoire et insuffisant, de mon point de vue, a fait un triple constat intéressant néanmoins, en précisant que le cadre législatif actuel est satisfaisant. Ah ben vous savez, pour tous ceux qui ont voté les lois successives, on est heureux de le savoir. Parce que certains disaient que ce n'était pas moyen du tout. Même si son application rencontre quelques difficultés d'ordre pratique, mais aussi juridique. Je pense notamment, Monsieur le Ministre, j'y reviendrai, à l'article 6 de la loi de 2006. Et il préconise donc des évolutions législatives différentes autres de l'évolution des méthodes et moyens terroristes. Je crois que nous en sommes tous d'accord. Ce qui m'amène à aborder les différences qui persistent entre nous au travers de ce texte, c'est, comme l'a rappelé un bon spécialiste, je crois qu'on peut, tout le monde le reconnaît, François Hesbourg, le conseiller spécial de la Fondation pour la recherche stratégique, lors des auditions, monsieur le rapporteur, l'adaptation passe notamment sur une plus grande attention accordée à Internet. Alors, Internet, ça peut être effectivement, mais c'est possible d'aller chercher sur Internet les connexions qui peuvent avoir le lien avec le terrorisme, mais aussi, sans doute, et on en discutera, la création d'un nouveau délit de consultation sur des sites Internet. Comme cela existe déjà d'ailleurs à l'article 227-23 du Code pénal. Nous souhaitons aussi réprimer la propagation et l'apologie d'idéologies extrémistes qui constituent la provocation aux actes de terrorisme et l'apologie de ces actes, en créant un délit figurant non plus dans la loi de 80 sur la liberté de la presse, mais dans le Code pénal. Je crois que c'est un débat de toute façon générale. Les travaux de la commission des lois ce matin permettront peut-être de faire aboutir à un consensus en ce qui concerne cette question. Parce qu'il y a le problème de prescription de 3 mois, forcément dans la loi de 1881. Est-ce qu'on peut accepter un délai de prescription plus long dans la loi de 81? Sans doute. Et surtout, est-ce qu'on peut aussi procéder à une détention provisoire? C'est la question, c'est pourquoi nous avions souhaité envisager un délit particulier. Enfin, il est important pour nous que la décision cadre européenne de novembre... Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. Nous y reviendrons plus largement dans nos éditions de 19h et de 22h. À suivre Preuve par 3, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat.